Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce samedi matin pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE TV, baptisé Info Hebdo. Pour ce jour, fidèle ami internaute d'Info Hebdo, je reçois pour vous Antoine Adoukonou. Il est acteur politique, analyste politique. Il sera avec Ghislain Assogba, jeune leader politique, activiste politique. Et le troisième invité sur ce plateau de ce matin, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'Info Hebdo, c'est Joseph Perzo-Anago, directeur de publication de La Dépêche. Au menu du décryptage, 3 sujets. La décision de l'Office français de protection de réfugiés apatrides OFPRA qui suspend le Bénin de la liste des pays d'origine sûre, le parrainage des élus pour la présidentielle de 2021 et la rencontre qui a eu lieu jeudi dernier au Palais de la Marina entre le chef de l'État, le président Patrice Talon, et les responsables des 6 centrales et confédérations syndicales, accompagnés de 6 responsables des enseignants aspirants. Sans plus tarder, juste après la pub, on se retrouve pour le décryptage. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Joseph Perzo-Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être toujours des nôtres sur Info Hebdo. Merci pour la disponibilité. C'est un devoir. Vous êtes face à Antoine Adoukonou, acteur politique, analyste politique. Bonjour. Bonjour, monsieur. En face de vous, Ghislain Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Joseph Perzo-Anago, vous avez suivi l'actualité tout au long de cette semaine. Vous avez suivi cette décision de l'OFPRA qui suspend, c'est beaucoup plus le terme qui a été employé, suspend le Bénin de la liste des pays d'origine sûre. Dites-nous, quelles sont les motivations de cette décision? Quels sont ses fondements? Eh bien, pour ce que nous savons déjà, dans un communiqué qui n'en dit pas tellement long, il est question que l'OFPRA a observé au niveau du Bénin un certain nombre de manquements au respect des droits humains et au respect des droits des minorités, et ce qui l'a conduit à suspendre le Bénin pour 12 mois. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi on va se prendre la tête, dans la mesure où moi, de mon point de vue, je m'attendais presque à une telle décision. Vous vous attendez à une telle décision? Bien sûr. Qu'il vous souvienne que j'ai dit ici que depuis 2017 jusqu'en 2020, le Bénin compte plus d'exilés que cela ne l'a été depuis 1990. Mais je l'avais dit ici, sur ce plateau. Et donc pour vous, déjà, cette décision se justifie. Elle ne vous surprend pas, non, elle se justifie. Alors, Ghislain Assogba, vous avez suivi tout à l'heure Joseph Perzo-Anago qui estime que cette décision ne le surprend pas et donc elle était attendue pour lui. Le Bénin compte beaucoup plus d'exilés aujourd'hui que depuis 1990. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, bon, je ne partage pas cet avis parce que exilé là, qu'est-ce que vous mettez dans exilé? Parce que toute la problématique se trouve là. C'est vrai que ceux qui sont partis en France
sont allés demander l'exil parce que se considérant comme des exilés. Et certainement, ça a motivé l'OFPA à peut-être changer sa position. Parce que par le passé, le Bénin ne faisait pas autant de demandes. Mais la question réelle qu'il faut se poser, est-ce que c'est vraiment des exilés politiques? Ça, pour moi, ce n'est pas des exilés politiques dans la mesure où, du moins, ce que moi j'ai lu dans le lexique politique, exilé politique, c'est quelqu'un qui a quitté son pays du fait de son opinion politique. Parce qu'il a tenu des propos, il a une opinion politique par rapport au pouvoir en place, qui n'est pas d'accord avec lui, et ça fait qu'il a quitté son pays. C'est ça la définition qui est exilé politique. Qui est exilé politique. Alors que nous savons que ceux qui sont de l'autre côté sont dans les liens de la justice. Même si on devait faire d'autres commentaires, ce qui est factuel que tout le monde sait, c'est qu'il n'y a personne qui est là-bas qu'on a empêché de venir à la maison. À la maison. Voilà. Alors, Ghislain Assogba, cette décision intervient au lendemain d'une séance de travail entre les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme et le chef de l'État, où il a été transmis le premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Moi, je vais être objectif. Je pense que cet office de la France, là, elle se base sur quoi? Quels sont les critères d'appréciation ou d'éligibilité du Bénin sur la liste ou pas? Moi, je pense que le Bénin soit sur la liste ou qu'il ne soit pas sur la liste, ça apporte quoi au Béninois lambda qui est à Tchaourou, à Tchoumi-Tchoumi? Le problème qui se pose aussi, et ce que nous devons savoir, c'est ça que nous devons dire en réalité à la population. Il est important de rappeler que le Bénin n'a accédé à cette liste-là qu'en 2015. Qu'en 2015. Et donc, depuis 1960, ça voudrait dire que nous n'étions pas sur la liste. Pourtant, nous vivons paisiblement au Bénin. Il y avait la paix, il y a la cohésion sociale. Donc, pour vous, cette décision ne doit pas... C'est un non-événement. Ça ne veut rien dire. Moi, je ne vois pas pourquoi on communique autour comme si c'était un événement qui décrédibilise le Bénin. Moi, je ne Mais vois tout à l'heure, vous avez suivi votre ami d'à côté, Joseph Perjonago, qui a estimé qu'il y a eu plus d'exilés politiques de 1990 sous le régime actuel que de 1990 à ce jour. Vous avez suivi également l'argumentaire de votre vis-à-vis Ghislain Assogba, Antoine Adoukonou, pardon, pour cette confusion. Alors, est-ce que vous estimez que ce qui est dit est fondé? Moi, je ne pense même pas qu'il y ait d'exilés politiques. Est-ce que c'est vivre dans un pays où chacun est libre de ses opinions, mais responsable de ses actes que vous appelez pays risqué? Je ne pense pas. Moi, je pense que ceux qui sont à l'extérieur, qui se disent exilés politiques, ne sont pas là-bas de par leurs opinions politiques. C'est parce qu'ils ont un moment ou à un autre ils sont mêlés à des affaires économiques. Ils sont trompés dans des affaires devant la justice. Ce ne sont pas parce qu'ils sont contre le pouvoir, ce ne sont pas parce qu'ils sont contre ce que fait Talon, mais parce qu'ils ont à un moment donné été mêlés à des affaires de détournement, de corruption, etc. Joseph Perjonago, tout à l'heure dans son argumentaire, Antoine Adoukonou parlait de demandes d'asile politiques qui sont faites à l'endroit de la France. Est-ce que vous pensez que cela a été également une motivation de cette décision? Bon, chers confrères, selon les arguments qui sont avancés pour le moment par cet office, qui relève du ministère de l'Intérieur français, il faut le préciser, et contrairement à ce que mon ami, mon compatriote d'à côté a semblé dire, mais bien entendu que cela a de lourdes conséquences. Sinon, le ministre porte-parole ne serait pas monté au créneau pour s'en défendre et dire que le Bénin va démontrer bientôt qu'il est respectueux et attaché aux libertés publiques, aux libertés et aux droits humains. Et donc, dire que cela n'a aucune incidence sur le Bénin, ça ne veut vraiment rien dire de vrai et de potable. Bon, mais je voudrais revenir pour dire ceci. Vous savez, il y a tellement d'arguments. D'abord, il y a le nombre important de demandes d'asile de Béninois aujourd'hui, contrairement à ce qui se faisait, qui s'observait au départ. Mieux encore, en termes d'apatridie, parce que cet office s'en occupe aussi, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce même Bénin, ici, il y a quelques mois en arrière, les autorités, il y a eu même un décret, un arrêté ministériel
je crois, il y a eu 2 ou 3 ministères qui se sont réunis pour prendre un arrêté qui faisait des Béninois à l'extérieur ou hors de leur territoire des apatrides. En quoi? Parce qu'on vous dit, venez répondre de ci ou de ça devant la juridiction, ou alors on vous a collé une affaire au cou, et rien que pour ça, on vous déchoit de votre passeport, de votre carte d'identité et des pièces d'état civil. Et ça, vous semblez l'oublier. Et ça, c'est de rendre les Béninois apatrides, des Béninois qui le sont, alors que les règles qui fondent notre constitution sont claires là-dessus. On ne peut pas déchoir. On ne doit pas retirer à un Béninois sa qualité de citoyen. Mais dès lors qu'on dit que vous ne pourrez pas établir votre carte d'identité ni votre passeport et toutes les autres pièces, vous devenez un non-citoyen béninois. Vous devenez un apatride. Cet office s'en occupe. Eh bien, ne donnons pas l'impression de vivre en vase clos. Le Bénin vit dans un monde globalisé où tout s'observe. Comme nous observons aussi ce qui se passe au Sénégal, au Togo et ailleurs, c'est ainsi aussi que d'autres nous observent. Et les chancelleries s'échangent des informations. Donc dire que c'est pour leurs opinions seulement, non, je ne suis pas de cet avis. Ce n'est pas pour des opinions politiques seulement. Il y a beaucoup d'autres aspects. Et celui dont je viens d'en évoquer la teneur n'est pas purement politique. On ne peut pas rendre apatrides ses citoyens. Le Bénin l'a fait. On vous a compris, Joseph Perzo Anago. Antoine Adoukonou, vous avez suivi Joseph Perzo Anago tout à l'heure, qui a évoqué un certain nombre d'éléments qui se sont produits au Bénin. Mais cette décision de l'OFPRA met sur la table la question des droits de l'homme au Bénin. Est-ce que vous pensez que les droits de l'homme sont véritablement garantis sous le régime Talon? Non, je crois que d'abord, la question des droits de l'homme est une quête permanente. Même la France... qui a pris la décision, il y a des problèmes de droits de l'homme chez lui et un peu partout dans le monde. Donc, un pays ne saurait dire que vraiment en matière de droits de l'homme, qu'il est à son maximum. Non, c'est une quête permanente. Ce que je pense, c'est que cette décision va permettre de corriger ce qu'il faut corriger, mais n'empêchera pas que la justice poursuit son travail. Poursuit son travail. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, l'État a abusé de certains citoyens? Non, moi je ne le pense pas parce que... Pourquoi je ne le pense pas? Je ne le pense pas parce que nous avons la Cour constitutionnelle qui est chargée de protéger ses droits. Et ce que nous avons comme recours, c'est que quand un citoyen se sent lésé par rapport à ses droits, il doit pouvoir saisir la juridiction, qu'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, on va faire le point. Combien de citoyens ont saisi la Cour et quelles ont été les réponses de la Cour par rapport à ces saisines-là? Le reste ne serait qu'une vue de l'esprit où les politiciens racontent tout ce qu'ils veulent, chacun par sa position. Mais moi, je veux être réel, factuel. C'est pourquoi j'ai dit, on va faire le point à partir des citoyens qui se sont sentis lésés en termes de droits de l'homme et qui, à cet effet, ont fait des recours à la Cour constitutionnelle et quelle a été les décisions de la Cour qui ont été rendues. La Commission béninoise des droits de l'homme a déposé son rapport, vous le savez, et n'a pas été aussi inquiet que la France le dit. Quand bien même, comme je vous l'ai dit, c'est une quête permanente. La Commission a proposé d'autres approches d'amélioration, mais n'a pas été inquiet comme la France le dit. Et moi, je ne voudrais pas, vous savez, la politique... elle n'est pas que nationale, c'est aussi mondial. Toutes ces institutions, l'OFPRA, l'ONU, tout ça là, c'est des bras opérationnels du droit international. Et depuis là-bas, on peut agir sur le pouvoir ici. Hein, est-ce que vous estimez que cette décision pourrait avoir un fondement politique? Oui, ça peut avoir un fondement politique dans la mesure où ceux qui sont dans les liens de la justice sont allés là-bas pour dire qu'ils ont des exilés politiques. Et je pense qu'ils ont été considérés comme tels, ou qu'on en vienne là. Et l'effet politique, c'est que il faut démontrer que avec ce pouvoir-là, on ne peut pas aller loin, parce qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. En fait, l'effet politique, c'est ça. Donc, c'est en quelque sorte une campagne qui est organisée contre le régime actuel. Actuel qui ne dit pas son nom. Et s'étoffe pas là, vraiment. Moi, je suis resté sur ma faim. Parce Vous êtes resté sur votre faim. Gisela Soba.
Vous pensez que c'est une campagne organisée contre le régime? Moi, je pense plutôt que lorsque vous prenez les critères qui ont permis à l'Office, à l'OFPRA de dire que le Bénin n'est plus sur la liste des pays sûrs, il y a les questions de démocratie, de liberté d'expression et de droits de l'homme. Lorsque nous prenons la démocratie n'est pas un thème polysémique. Ça ne veut dire qu'une seule chose. La démocratie, ça voudra dire que c'est le peuple qui élit, c'est le peuple qui décide, il y a les institutions qui permettent d'animer la vie démocratique. Toutes ces institutions existent au Bénin. Donc sur le point démocratique, il n'y a pas de souci. Nous prenons la liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, il n'y a pas des gens, il n'y a pas des opposants, des hommes et des femmes qui sont contre le pouvoir, qui circulent librement au Bénin? Oui, les gens sont libres de s'exprimer. Il y a les web activistes qui critiquent jour et nuit le pouvoir en place. Donc je ne vois pas pourquoi, en se basant sur la liberté d'expression, on puisse dire que le Bénin est un pays qui est risqué. Lorsque nous prenons les questions du droit de l'homme, monsieur le journaliste, est-ce que vous voulez vivre dans un pays où, parce qu'on est politique, on ne puisse pas répondre devant les juridictions des actes, des crimes qu'on a commis? Pourquoi on devrait demander à un voleur de poulet d'aller devant les tribunaux pendant qu'on ne puisse pas demander à quelqu'un qui a volé des milliards parce qu'il est politique de venir répondre? Est-ce que vous pensez que lorsqu'on parle des questions de droits de l'homme, qu'on ne puisse pas exiger le respect strict, je dis strict, de ce qui est basique en droit? Non, je ne pense pas. Donc, si nous allons tenir compte de ces critères-là, moi je pense que il n'y a pas de raison de croire que le Bénin est un pays risqué. Et je vais loin en disant que sur cette fameuse liste, il n'y a que 16 pays. Est-ce qu'il y a des pays qui, selon vous, ne méritent pas d'être sur cette liste? C'est ça que vous Moi, voulez ce n'est pas ça qui m'intéresse. Sur cette fameuse liste, il n'y a que 16 pays. Il n'y a pas 16 pays au monde. Il n'y a pas 16 pays en Afrique. Bon, les autres pays qui ne sont pas sur la liste, est-ce que ces pays-là ne sont pas démocratiques? Dans toute l'Afrique, donc c'est seulement 16 pays qui sont démocratiques, qui sont pays sûrs. Pendant que la France a ses intérêts dans plus d'une cinquantaine de pays en Afrique, je vois que nous dramatisons les choses. Et je vais rejoindre mon ami, mon compatriote, pour dire c'est une campagne orchestrée. C'est-à-dire les gens attendent la moindre occasion pour dramatiser les choses. Le Bénin est un pays sûr. Le Bénin est un pays sûr. La preuve, c'est que vous et moi, nous sommes là en train de débattre de l'actualité politique. Le Bénin est un pays sûr. Joseph Perraudanago, tout à l'heure, Ghislaine Assongba a fait cas de certaines choses, comme quoi, au Bénin, il y a des gens qui sont critiques envers le régime et qui circulent librement sans être véritablement inquiétés. À commencer par Perso lui-même. À commencer par Georges Perso lui-même. Mon cher confrère, Oui. vous savez, je ne faisais que sourire. C'est vrai que la situation ne prête pas à la drôlerie, mais je souris pour me donner encore l'idée que je suis avec des compatriotes qui vivent aussi comme moi au Bénin. Bon, mais ceci dit... Est-ce que vous estimez qu'il y en a qui ne vivent pas au Bénin sur ce plateau? Qui donnent l'impression de ne pas vivre... Qui donnent l'impression. Oui, tout à fait. C'est donner l'impression. Lorsqu'on sait que foncièrement ce que l'on dit n'est pas réel, et on le dit quand même, bon, on donne l'impression. Parce que je m'en vais dire ceci. Vous savez, il y a quelques années en arrière, et en un mois d'octobre, comme on est en octobre maintenant, un Béninois est rentré qui avait été pratiquement en difficulté avec les juridictions de son pays, pour ne pas citer le citoyen Patrice Talon. Quelques mois avant, et quelques années toujours en arrière, ce citoyen, Patrice Talon, pour ne pas le citer, avait fait l'objet de requêtes judiciaires au point où il devrait être extradé de la France vers le Bénin. Vous savez, cette même France que nous conspirons aujourd'hui, qui est une mauvaise France, qui complote contre le Bénin, cette même France avait comploté contre le Bénin en griffe à l'époque pour dire non, on ne va pas extrader ce citoyen parce que les conditions de respect des droits humains ne sont pas réunies au Bénin. Et nous avions tous applaudi. Donc ça veut dire que... Je vous en prie. Les conditions étaient là depuis... Je vous en prie, je dois aller au bout de ma réflexion. Je vous arrête pas. Et donc laissez-moi aller. Et donc nous avions, y compris M. Adoukonou, je le suppose, et mon compatriote ici, à l'époque, tous, on avait jubilé. Voilà, la France ne peut pas l'envoyer comme ça parce que ici les conditions ne sont pas remplies pour qu'il soit régulièrement jugé. C'est la même situation aujourd'hui. C'est la même situation aujourd'hui. Vous voyez, qu'il nous souvienne, il y a quelques
moment, un député, croyant pouvoir venir répondre de ce qu'on lui reproche, est venu et dans les allées des tribunaux, il a été molesté. Et aujourd'hui, où est-ce qu'il est? Silence radio. Est-ce que ce député vit encore aujourd'hui? Il est où? Il vit où? On est dans un Bénin. Vous pensez que cela pouvait se passer en 2015, en 2014, en 2013? Et que les t-shirts rouges n'auraient pas abondé dans les rues de Cotonou? Et qu'on n'aurait pas fait des marches pour réclamer la vérité? Aujourd'hui, qui peut le faire? Lorsque vous dites que les libertés sont à la portée de tous, qui aujourd'hui peut marcher mais dans Cotonou? Aujourd'hui, Joseph Perzanago, quels sont selon vous les impacts de cette décision de l'OFPRA sur le Bénin? Je dis, pour ceux qui pensent, pour se donner des airs Roger Bontemps, dire qu'il n'y a pas péril dans la demeure, je dis, mais non, revenez. Revenez. Lorsque on me dit qu'il n'y a que 16 pays. Non mais, il n'y a que 16 pays dans quoi? Lorsqu'on dit que le Bénin est 3e, ou bien 13e au monde, pour la bonne gestion, la bonne gouvernance, je vois encore ces mêmes compatriotes applaudir à se rompre les phalanges. Ils ne disent pas, ben, il y a combien de pays et puis le Bénin est 13e. On ne le dit pas. Mais quand c'est bon, pourquoi vous applaudissez? Quand c'est pas mal, quand c'est mal, pourquoi vous ne le reconnaissez pas? Soyons honnêtes. Je dis, les impacts ne sont pas bons pour le Bénin. Parce qu'en fait, déjà, nous sommes regardés comme un pays qui n'est pas sûr. Et quand le pays n'est pas sûr, est-ce qu'un investisseur vient-il dans un pays qui n'est pas sûr? Dans le cas d'espèce, l'île Maurice, le Ghana, le Sénégal et certains autres pays, comme le Bénin, en 2015, faisaient partie de cette liste-là. Mais on était bien vu. Le Bénin était heureux. Si le Bénin n'était pas heureux, le Bénin est maintenant malheureux d'être extrait de cette liste. La preuve, le ministre porte-parole n'a pas perdu de temps, est monté au créneau. Et il a promis améliorer la situation. Mais pourquoi nous autres citoyens ordinaires qui ne sommes pas ministres et autres, allons croire qu'il n'y a pas péril dans la demeure? Il y a péril dans la demeure. Mon Bénin est impacté négativement. Il faut le reconnaître. La liberté de presse a dégringolé. Le Bénin est impacté négativement. Mais pourquoi ne pas voir ces réalités et puis faire sa compulsion et puis reconnaître que ça ne va pas? Ça ne va pas. Antoine Adoukono, vous avez la parole. Je crois quand même que M. Perso, il est libre de donner son opinion. C'est déjà bon, même si ça ne va pas. Pour le moment, vous avez la liberté de donner votre point de vue. On n'est pas encore arrivé à un moment où vous ne pouvez plus parler. Donc, comme vous l'avez dit... Je ne me laisserai pas faire d'ailleurs. Non, comme vous l'avez dit, non, nous ne disons pas que... J'ai dit tout à l'heure que nous allons tendre vers l'amélioration. Parce que la question des droits de l'homme est une question permanente. Tout à l'heure, vous êtes parti avant, en 2015, la période d'avant, et vous avez évoqué le cas, le journaliste voulait vous dire que ça veut dire que la situation des droits de l'homme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, sur tous les régimes, on en parlera, puisque c'est un domaine qui est très vaste, où le contenu n'est pas clair. Et vous allez voir, chaque fois, ceux qui sont dans l'opposition, c'est des thèmes qui sont récurrents. Hein. Quand quelqu'un bascule dans l'opposition, ce qu'il peut attaquer, puisqu'il ne peut pas dire, par exemple, qu'on n'a pas fait les bitumes, puisque tout le monde voit ça. Il ne peut pas utiliser ça là, il ne peut pas le dire. Mais quand il dit, par exemple, que la démocratie est en danger, bon, ça n'a pas un contenu. Une dame qui vend de la tomate au bord de la voie, quel temps il a à apprécier la démocratie? Bon, on lui dit que la démocratie est en danger, les droits de l'homme sont menacés. Bon, donc c'est le propre des politiques, une fois qu'ils sont rangés dans l'opposition, c'est des thèmes qu'ils utilisent et ça n'en finira pas. D'accord, ça n'en finira pas. C'est pourquoi je ne peux pas me baser sur ces indices-là pour dire qu'il y a péril en la demeure, non. Mais toutefois, nous disons que on nous a suspendu pour un an. Comme le ministre l'a dit, on fera un effort d'aller dans le sens de l'amélioration. Mais je sais que l'opposition en utilisera toujours ces thèmes jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir et que ceux qui vont les remplacer vont commencer par utiliser les mêmes thèmes et ils vont encore s'opposer. On sera dans ce cycle. Donc pour vous, c'est un cycle c'est un cycle infernal qui ne finira pas. Donc la fin n'est pas pour aujourd'hui. Alors Gisela Sogba, votre commentaire sur cette actualité avant qu'on passe au sujet suivant? Bien, je pense que la situation de 2015 et la situation actuelle, ce ne sont pas les mêmes situations. En 2015, Patrice Talon, qui était le président Patrice Talon, qui était à l'époque en exil, était accusé de quoi en réalité? Moi, je pense que c'était une question de personne, parce que c'était
a fait tentative d'empoisonnement de chef de Non, l'État, pas etc. trop pour les Mais aujourd'hui, oui. ceux qui se disent Ils sont exilés, bien vite, hein. ceux qui se disent exilés ne sont pas accusés d'avoir porté atteinte à une personne. Ils ont été impliqués dans la gestion des affaires de l'État et donc ils ont visiblement, puisque la justice va décider de cela, détourné ou volé à un moment donné. Maintenant, le problème qui se pose, et je rejoins mon compatriote, aujourd'hui, lorsqu'on voit l'opposition béninoise, qu'il s'agisse des solitaires ou de ceux qui se sont mis en groupe qui s'appellent démocrates, puisque partout, c'est démocratie en danger. Alors, au point que moi, je me suis pour posé vous, le thème la de campagne, question, c'est démocratie. le projet de société, c'est la démocratie. Au Bénin, aujourd'hui, le projet de société de l'opposition, c'est la démocratie. L'opposition, donc, elle n'a plus rien à vendre que de dire que la démocratie est en danger, pendant que dans ce même pays-là, ils circulent, ils opinent sans être inquiétés. Merci à vous, Ghislain Sogba, on vous aura compris. Chers amis internautes, merci pour l'attention. L'autre sujet qui nous réunit ce matin, c'est le parrainage des élus pour la présidentielle 2021, lequel parrainage continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Ce parrainage qui sera effectué sous anonymat. La Commission électorale nationale autonome Sénat a entrepris des séances de travail avec les formations politiques et les membres de la société civile, les organisations de la société civile. Joseph Perdonago, on a vu, vous avez rendu compte de ces différentes activités dans les colonnes de les parutions de la dépêche. Est-ce que pour vous, tout est fin prêt pour que ce parrainage puisse se dérouler dans les commodités requises? Non, dire que tout est fin prêt, non. De mon point de vue, au plan parrainage, rien n'est vraiment prêt. Encore que la confusion s'est alourdie avec cette intervention de la Sénat. La Sénat qui se donne des marges extraordinaires. Et lorsqu'on observe, je suis heureux aujourd'hui qu'on a au moins la possibilité d'observer le point de vue de l'Assemblée nationale qui n'est rien comparé à celui de la Sénat. Et je voudrais bien m'interroger pour dire, dans cette affaire, c'est la Sénat qui connaît de ces détails. Que ferait la Cour constitutionnelle après? Bon, mais comme je sais aussi qu'aujourd'hui, la plupart des institutions de la République se sont mélangées, et que ça se gère pratiquement comme si on est en alcôve, je ne serais pas surpris que la Cour constitutionnelle aille dans le sens de la Sénat, dont le rôle n'est pas, de mon point de vue, de faire ce qu'elle est en train de faire là. Elle a fait quoi, selon vous, qui n'est pas orthodoxe? Avoir inventé cette formule. Bon, elle en est coutumière, la Sénat, les fautes mineures, les fautes majeures et tout le reste. Et puis je ne suis pas surpris, donc je n'ai jamais été surpris de voir la Sénat faire ce genre de sorties extraordinaires, à savoir que désormais, le parrainage sera sous anonymat, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui, selon le parrainage sera sous anonymat. Anago. Au moins, Antoine Adoukonou, parrainage sous anonymat, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, d'abord, la question que l'interprétation de la Sénat pose quel problème? Parce qu'il faut qu'on dégage d'abord la problématique. L'interprétation de la Sénat qui dit que le parrainage sera fait sous anonymat, ça pose quel problème? Parce que depuis qu'on en parle, je ne sais pas le problème que pose cette interprétation. Parce que c'est à partir de... Puisque Joseph, mais on n'a pas posé le problème. La Sénat dit on fait sous anonymat. Maintenant, ça pose quel problème? Parce que il parle d'un flou autour. Oui, le flou de quoi? Le flou de quoi? Parce que, en tout cas, tel que moi j'ai compris, lorsque je parle du code électoral, qui s'est inspiré de la Constitution, bien sûr, c'est que le parrainage, c'est chaque maire ou chaque député qui parraine. D'accord? Maintenant, la Sénat dit, je remets les bulletins à chaque maire, chaque député. À chaque maire, chaque député. Et il parraine en toute conscience. Et pour garantir sa liberté de vraiment parrainer, je promets que je vais garder le sceau sous le sceau de confidentialité. Donc, je ne vois pas l'interprétation de la Sénat contredire ce qui est dans la loi. Bien au contraire, ça n'a fait que renforcer ce qui est dans la loi. Et si tout à l'heure je demandais quel est le problème que ça pose, c'est que j'ai commencé par réfléchir. Parce qu'en réalité, cette interprétation, ça ne va qu'à l'avantage de l'opposition. Et c'est normalement les partis politiques qui doivent réagir. Comment l'opposition pourrait tirer profit de cette voilà, interprétation? Le profit que l'opposition peut tirer, c'est quoi? Parce que à l'heure actuelle,
tous les parrains, la quasi-totalité des parrains sont soit avec l'UP ou le BR, en termes de provenance de partis politiques. Il n'y a que les FCBE qui n'ont que 6. Dans cette situation, l'opposition a toujours déploré le fait qu'elle est partie pour ne pas avoir les parrains, c'est-à-dire de façon statistique. D'accord? Et nous autres, nous avons toujours plaidé, lorsque nous avons les occasions, que ce soit de façon publique ou en réserve avec les nôtres, de faire l'effort quand même de pouvoir joindre les deux bouts pour que l'opposition puisse avoir quand même quelques parrains, puisque moi je considère que le parrainage n'est pas un soutien politique, puisque nous avons vu en France que d'autres élus, d'autres partis parrainent d'autres partis. Le parrainage, à ma compréhension, n'est pas un soutien politique. Mais ça permet quand même, puisque on s'est retrouvé dans un contexte spécial. En fait, c'est pourquoi ce problème se pose. Contexte spécial où nous avons une assemblée où il n'y a pas de députés de l'opposition et nous avons une opposition qui n'a pas pu s'organiser pour rattraper le train pendant les communales. Et on s'est retrouvé dans une situation de fête. Mais aujourd'hui, pour tendre vers la paix, notre souhait, c'est que nous ayons une élection inclusive. Inclusive, c'est-à-dire que... ouverte à tout le monde. Voilà. Et l'interprétation de la Sénat permet à l'opposition de faire ce jeu. Et c'est à dessein que la FCBE a apprécié cette interprétation parce que ça lui permet de négocier sans que celui qui le parraine ait peur de s'afficher. Donc, en réalité, ça ne va qu'à l'avantage de l'opposition. Ça ne va qu'à l'avantage de Si l'opposition. aujourd'hui l'opposition crie encore par rapport à cette interprétation, il me semble que nous tendons encore vers un premier B et deux mais qui ne dit pas son nom. Qui ne disent pas son Oui, nom, qu'on ne souhaite pas. Mais le problème, puisque si vous avez bien suivi tout ce qui s'est passé pendant les élections législatives, vous allez comprendre que en fait, les gens sont dans un autre mécanisme. Le mécanisme de la remise en cause de l'ordre constitutionnel. Puisque je note visiblement que les gens veulent que tout soit clair pour que tous les parrains soient d'un côté, pour qu'on utilise ça là, pour dire vous voyez non. Donc ça ne peut pas se passer au Bénin. C'est pourquoi ils sont contre l'interprétation de la Sénat. Parce que l'interprétation de la Sénat permet que visiblement on a des arrangements. Oui, c'est ça. C'est pourquoi ils sont contre. Sinon en réalité on n'a pas tenu ce propos là. C'est ça en réalité. C'est ça en réalité. Gisela Sobra, Cachotterie. C'est de la fausseté. Non, c'est pas la fausseté. Antoine Adoukonou, est-ce que vous partagez ce développement? Je partage ce développement. Moi, je ne suis pas du côté des gens qui pensent que tout va bien dans le pays. Je suis du côté des gens qui pensent que beaucoup de choses se font et de bien et en bien. Par rapport à la question du parrainage, moi je vois que cette formule, c'est la formule qui arrange l'opposition. Ouais, aujourd'hui, nous avons des parrains. Les élus qui sont des parrains, qui sont des probables parrains, sont issus des deux partis de la mouvance présidentielle. Et lorsqu'on va demander à un maire, à un député de parrainer ouvertement sans anonymat, il serait obligé, je vais dire contraint, il serait contraint de suivre le mot d'ordre de son parti politique qui visiblement va être la mouvance. Maintenant, vous dit, pour éviter ça, pour que les gens puissent parrainer en toute conscience, pour que les gens puissent parrainer selon votre projet de société, allez voir les élus pour dire, mais j'ai un projet de société, voilà ce que je veux faire pour le pays. Si je suis convaincu, bien qu'étant élu BR ou élu UP, je peux vous parrainer sans que mon parti ne sache que je suis allé contre son mot d'ordre. Ouais. Donc, moi, je pense que la formule de l'anonymat, c'est l'opposition qui devrait applaudir cette décision-là. Mais je note visiblement que pour l'opposition de mon pays, tout va mal et rien n'est bon. Et quand c'est comme ça, on est obligé d'aller, comme le dit l'autre, à la fermeté. À la fermeté, c'est que les tests sont là. Il faut les appliquer de façon stricte. Et si vous voulez, et c'est ça, c'est ce que l'opposition est en train de faire aujourd'hui, c'est ça qui leur a coûté la non-participation aux élections législatives d'avril 2019. Parce qu'elle n'est pas organisée, elle pense que rien n'est bon parce qu'elle n'est pas là.
On ne peut pas diriger, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Alors, Joseph Perdonago, vous avez suivi tout à l'heure vos deux prédécesseurs. Pour eux, cette démarche, cette interprétation, cette lecture de la Commission électorale nationale autonome est beaucoup plus favorable pour les membres de l'opposition qui bénéficieront de parrainage de la part des élus qui sont de la mouvance, qui sont en mesure de parrainer et de ne pas soutenir. Vous avez même suivi l'intervention du chef de l'État dans Jeune Afrique à ce sujet. Je tombe des nues parce que lorsque j'écoute les uns et les autres, et ici j'ai le sentiment que on veut faire les choses au rabais et on veut considérer que l'opposition doit faire l'objet de compassion, c'est-à-dire d'attention attendrie, c'est-à-dire de tendresse, de petitement compromission. C'est extraordinaire ce que j'entends là, ici sur ce plateau. C'est-à-dire, il faut les mettre dans l'anonymat pour que ceux qui avaient peur, aujourd'hui nous sommes dans un Bénin de peur, un Bénin où l'élection doit être adossée à la peur, à la pusillanimité. C'est-à-dire, autrement, comme on votait dans ce pays où on allait, à visage découvert, choisir son candidat, ce n'est plus possible aujourd'hui dans la mesure où j'ai écouté sur ce plateau, et ça me désole. Mais je vous en prie. Non, je vous en prie. Les autres étaient en train de parler, mais vous ne les avez pas interrompus. Joseph Perdonago. Mais pourquoi vous voulez m'interrompre? C'est cette façon de prendre comme si je voulais interrompre qui amène nos amis internautes à estimer que je vais vous couper. Mais non. Moi, je suis au cœur de ce que je dis. Au cœur du sujet. C'est justement, je ne veux pas vous interrompre puisque je ne veux pas vous arracher la parole. Ma question que je veux pour vous relancer, c'est de savoir, Joseph Perdonago, puisque vous estimez qu'il y a un problème, vu que le parrainage est dans la loi, qui ne peut pas être changé, et que l'opposition doit participer à l'élection présidentielle, quel est le mécanisme que vous pensez qui pourrait... Non, je ne suis pas un spécialiste en matière de stratégie électorale. Je suis désolé, laissez-moi aller au bout de ma pensée en disant ceci. On ne peut pas camoufler une démocratie, on ne peut pas camoufler une élection, on ne peut pas transformer une élection en un jeu de couloir, en un jeu de coulisses où ceux qui doivent parrainer doivent se cacher. Puisque ici, j'ai cru entendre, et là on ne me dira pas le contraire, que ceux qui visiblement auront peur ne pourront pas, parce que devant suivre le mot d'ordre, si ce n'est pas ce que j'ai entendu qu'on me reprenne, le mot d'ordre de leur parti d'origine, à savoir que donc le mot d'ordre était que on doit parrainer seulement d'un côté. Et donc pour que cela ne soit pas le cas, il faut se cacher pour le faire. Je dis ce n'est pas de cette démocratie que nous voulons, ce n'est pas de ce Bénin que nous voulons. Ceux qui sont là aujourd'hui, on ne les a pas élus dans le camouflage ni dans l'alcôve. Ils ont été élus, roulent les bras, et puis ils sont là. Et donc, je voudrais dire ceci. Et tout à l'heure, je voudrais vous dire aussi, chers confrères, que j'ai cru vous entendre dire que, voilà, c'est déjà dans la loi, on ne peut rien changer. Mais non, on peut bien changer. Oui, on peut modifier la loi. Qu'on modifie la loi. S'il y a lieu de sauter ce verrou, qu'on saute ce verrou. Parce qu'en fait, ce n'est pas bon pour notre démocratie. Ce n'est pas bon pour notre pays. Et ceux qui ne veulent pas entendre le mot démocratie, écoute, je parle plutôt de notre pays. Ce n'est pas bon pour notre pays. Ils ne sont pas, même ici sur ce plateau, ils ne sont pas heureux de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une évidence. C'est une évidence parce qu'aucun Béninois ne doit être fier de ce que nous sommes devenus, à savoir, on dit parrainage. Le parrainage, on ne connaît même pas son contour. Chacun vient avec son trémolo et dit, bon voilà, ça doit être un peu rouge, bordé de vert. Et l'Assemblée dit, non mais ce serait plutôt du gris, avec un peu d'apparence bleu et tout. C'est-à-dire, finalement, personne ne connaît le contour. Je ne serais pas surpris que les jours à venir, la Cour constitutionnelle en donne encore une autre lecture. Vous voyez, c'est cela. Mais quand vous parlez de loi, c'est déjà dans la loi, c'est déjà figé, comme dans du marbre, c'est faux. Non, je ne vous ai pas employé ce terme. Rien n'est figé dans le marbre. Je vous ai pas lorsque employé nous ce terme. Je vous ai posé la question de savoir, Père Joseph Perdonago, vu que c'est institué dans la loi et que nous sommes à moins de 6 mois des élections et qu'il y a des législations qui contraignent à ne pas modifier les lois électorales à 6 mois des élections et que l'opposition doit participer aux élections, qu'est-ce que vous préconisez? Et je vous ai dit que je ne suis pas un stratège, mais moi, je serai à la place de ceux qui voudraient que ce pays connaisse des élections pacifiques, inclusives. Je serai à leur place, que je ferai comme ils savent le faire si bien, à 24 heures de certaines difficultés, de remettre les choses, de faire des relectures et tout le reste. Le secret, le génie, ils l'ont. Ils l'utilisent lorsque ça les favorise. Et donc, bon vent alors à eux. Merci. Mais qu'on saute ce verrou. Père Zoanago, on aura compris. Antoine Anokono, est-ce que pour nous rappeler ce matin sur ce plateau, quelles sont les raisons qui ont poussé le législateur à instituer le parrainage? Non, les raisons sont connues. Les raisons sont connues. Et je dois dire que là, il y a une raison qui est fondamentale et qui a entraîné tout le reste. C'est que nous nous sommes dit que il faut, à travers la réforme du système partisan, rendre les partis forts.
Ça, c'est l'hypothèse de départ qui a entraîné l'achat des partis, tout ce que vous avez vu, le financement public, le parrainage, tout ça là. Nous voulons rendre les partis forts. Et pour que les partis soient forts, il faudrait que nous sortions de ce que nous vivons depuis 90, où tous les chefs d'État parviennent au pouvoir sans un parti politique. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils créent leur parti. Et quand ils créent leur parti, inévitablement, les partis qui étaient là se métamorphosent pour se fondre dans son nouveau parti. Et on est dans un cycle infernal à ne pas en finir. Et ça affaiblit le système. Et au lieu d'avoir des institutions fortes, nous n'avons que souvent des hommes forts. La RBA a été créée après que le président Soglo soit venu au pouvoir. L'UBF a été créé après que Kérékou 1, Kérékou 2 soit venu. Chola, la FCBE, après que Yahi soit là. L'UPRBR, après que Talon soit là. Et aujourd'hui, par le mécanisme du parrainage, on va tenter d'enrayer le mal, parce que ce qui fait que le chef d'État qui vient créer son parti, certainement c'est parce qu'il est venu sans parti politique. Maintenant, par le biais du parrainage, puisque les élus sont passés par un parti, c'est une manière de passer par un parti, ça avant de venir. Mais est-ce qu'Antoine, est-ce que vous ne voyez pas le parrainage comme une sorte d'agrément des candidatures? D'agrément, oui, mais vous pouvez dire tous les termes que vous voulez. Ce qui est sûr, aujourd'hui, la candidature à la présidentielle est individuelle, mais parrainée par les élus, parrainée par les partis. Parrainée par les partis. C'est le vrai fondement. On ne peut plus continuer avec les candidatures que moi je juge fantaisiste, parce que cet argument ne tient pas. Non, ça tient bien, monsieur Perso. Alors, j'essaie à Sogba. Le parrainage a été institué aujourd'hui. Même ceux qui sont contre le parrainage, tantôt vous contredisez, monsieur Adoukono. Comment je contredis? Tantôt vous aviez dit que des partis dont certains candidats potentiels ne sont pas membres peuvent les parrainer. Et vous venez de dire ici à l'instant sur ce même plateau que pour que l'on puisse savoir que le candidat est issu d'un parti politique. Finalement, je ne comprends plus rien. S'il est admis que le candidat peut faire appel à un parti qui n'est pas le sien, et vous venez de dire que ça ne devrait pas être le cas. J'espère que vous avez fini. Vous ne pouvez pas couper encore. Non, mais ça, alors, Gisela Sogba, pour ce qui est du parrainage, il y a deux lectures qui s'affichent. La première, c'est que les élus issus d'une formation politique vont parrainer que les candidats de leur formation politique. Et une autre lecture, celle du chef de l'État et de bien d'autres juristes, qui estiment que les élus sont les élus de la nation, même s'ils ont été élus sur la liste d'un parti politique, et donc qu'ils jouissent d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie et indépendance pour parrainer qui ils veulent, tout en ne soutenant pas cette candidature. Est-ce que vous trouvez quelque chose de fondé de part et d'autre? Bien, monsieur le journaliste, moi je voudrais savoir si au Bénin ici, nous voulons toujours continuer avec ce qui se faisait, qui à un moment donné était devenu archaïque. Est-ce que les gens qui nous donnent, quand je dis les gens, la France qui nous donne des leçons aujourd'hui pour nous dire que nous sommes un pays risqué, est-ce que dans ces pays-là, dans cette grande démocratie, la France, les États-Unis, il n'y a pas ce système de parrainage? Est-ce qu'il n'y a pas ce système de parrainage? Nous voulons aller vers... Nous voulons moderniser notre pays, ou nous voulons toujours pérenniser... On va de la modernisation de la démocratie. De la démocratie, ou nous voulons pérenniser ce qui se faisait et qui n'est pas forcément bon. Ce que moi je voudrais dire, dans ce pays-là, lorsqu'on a commencé par parler de la réforme du système partisan, de l'achat des partis politiques, etc., l'opposition s'est levée pour dire que et ils ont fait même une conférence de presse pour dire que c'est la pire, et j'utilise l'expression, charte des partis politiques. Ils vont jusqu'à dire que c'est ce Parlement qui a voté cette charte des partis politiques-là, que c'est un Parlement illégitime. Compte tenu de ces considérations-là, l'opposition n'avait pas voulu se mettre en règle. Quelque temps après, elle a pensé que
cette charte qu'elles ont qualifiée de pire est devenue bonne pour qu'on demande le récépissé. Vous voyez la suite logique de comment l'opposition est organisée. Moi, je voudrais dire plutôt que nous ne pouvons pas continuer de nous organiser, d'aller aux élections comme ce qui se faisait. Et de fonctionner avec ce que nous avons tout le temps décrié en quelque sorte. Nous ne pouvons pas continuer par aller aux élections c'est-à-dire de la même manière dont on le faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il faut moderniser, il faut ressembler aux grandes démocraties comme les États-Unis. Et pour finir, ouais, dans les grandes démocraties, un peu comme les États-Unis, vous vous rappelez quand Barack Obama était venu au pouvoir aux États-Unis, ils ont dit mais c'est un noir qui est venu au pouvoir, il va privilégier les Africains, etc. Mais non, quand il est venu retrouver un système. Et les instituts, le système, c'est-à-dire les réformes que nous mettons en place aujourd'hui, c'est pour avoir des institutions faibles, c'est pour mettre en place un système. Parce que ce sont les opposants qui nous ont parlé du syndrome des grands recommencements, qui veut dire que chaque président vient, il recommence tout, et ça devient un cycle permanent. Lorsque M. X vient en 2016, il reprend tout ce que son prédécesseur a fait. Lorsque un autre président va venir, il va encore recommencer. Est-ce que ce ne serait pas bien de mettre en place un système? Et ce système-là, ce sont les élus, ce sont les gens que vous et moi, on a élus, on a choisi, qui seront en mesure de dire, voilà celui qui peut nous diriger. Et donc, M. X peut venir, M. Y peut venir, il vient retrouver un système. Il n'a pas à faire autre chose que la volonté du peuple, parce que les élus... Que ce qui a été tracé. Merci à vous, Ghislain Assogba. Merci également à Joseph Perjonago. Merci à Antoine Adoukonou. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans quand même recueillir votre avis au sujet de cette rencontre qui a eu lieu jeudi dernier au Palais de la Marina entre le chef de l'État et les responsables des 6 centrales et confédérations syndicales, accompagnés de 2 responsables des enseignants qui sont au niveau de cette quête permanente qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires et d'analyses tout au long de cette semaine. Joseph Perjonago, je vous ai suivi tout au long de cette semaine. Votre manchette... Je prends le souffle d'abord. Oh, vous devez intervenir, puisque c'est vous qui dites tout le temps qu'on vous arrache la parole, qu'on vous laisse pas parler. Non, mais je vais souffler un instant on vous donne la parole. Après mes valeureux prédécesseurs. Non, vous avez intervenu il y a cela un moment, donc vous avez la parole. J'ai vu venir votre piège, mon cher confrère. Mais je ne vais pas l'esquiver. Je vais vous dire ceci. Il n'y a pas de piège sur ce plateau. Bien sûr. Il n'y a pas de souris ici pour qu'il y ait de piège. C'est bien sûr cela. Non, mais pour faire plus sérieux, je dis que n'avez-vous pas l'impression, chers amis, ici, sur ce plateau, que parfois on a comme si il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait l'incendie. Enfin, ceux-là, je ne voudrais pas les appeler des pyromanes, qu'il y ait un peu d'incendie, et que le grand chef pompier vient avec tout ce qu'il faut pour éteindre. Bon, c'est un jeu politique, c'est vrai. Mais je trouve que ça... vous pensez que c'est un jeu politique? Ça nous fait perdre du temps. Parce que c'est quoi? À chaque fois, observez, il y a eu ces gens de crise en griffe, et que c'est le chef de l'État seul qui vient pour l'éteindre. Et dans le même temps, vous allez entendre des Béninois pour dire, mais pourquoi on dit, Talon n'a qu'à venir régler ce problème? Il n'a pas que ça à faire, le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas réuni les syndicalistes à tout bout de champ pour leur dire, bon, mais non là, je ramène la balle à terre. Non, je vous en prie. Mais est-ce que vous ne serez pas les mêmes à dire que... Je vous en prie, je aurait dis dû... Si, observez parfois ces rassemblements ou ces assemblées ou ces meetings qu'on observe à la présidence ou au palais de la République. Non mais écoutez, on peut résoudre ces crises. On fait venir tous les ministres et le président prend la palme d'or. C'est-à-dire c'est lui, grâce à lui, la crise a été déverrouillée. Tout comme si on ne pouvait pas le régler depuis là-bas, depuis le ministère. Mais pourquoi faire ça? Et donc cela ressemble à un jeu de pyromane, chef pompiste qui vient, chef pompier qui vient pour éteindre l'incendie. Non mais c'est pas bon. Le chef d'État a tellement de choses à faire qu'il n'a qu'à laisser la main libre à ses ministres pour résoudre les problèmes. On a assisté à ça ici, avec les partis politiques. Le chef d'État n'est pas obligé de venir faire ça. Son rôle est extraordinaire. Est-ce que vous avez du mal à voir le chef d'État venir intervenir? Non, je voudrais voir mon chef. Il ne vient que pour des questions cruciales. Mais ça, je vous en prie. Mais aujourd'hui, on ne voit plus quand même le chef d'État aller lancer, faire des poses de pierre, première pierre. Mais chaque fois, il est au palais de la République pour régler les problèmes qui sont mineurs. Mais il est là pour régler les problèmes. Les enseignants, c'est un problème majeur. Je vous en prie, ce serait réglé depuis le ministère. Attendez, le chef de l'État parfois qui prend la place des ministres pour parler en leur nom. Je vous en prie, mais pourquoi il les a nommés?
pourquoi il les a nommés ministres. Parlons des choses sérieusement. J'espère que pensez-vous de cette rencontre qui a eu lieu jeudi dernier au Palais de la Marina au sujet des 30 heures, de la soirée des 30 heures pour les enseignants aspirants? Moi, je pense que le chef de l'État, le président Patrice Talon, vient encore une fois de montrer au peuple qu'il est à l'écoute de la population. Je crois que Perzo est en train de vous perturber là. Non, mais bon, pas du tout. Parce que mais je savais exactement ce qu'il allait dire. Et pour finir, parce que je ne serai pas long sur cette question-là, je voudrais inviter d'abord les enseignants à l'esprit patriotique. Parce que, vous savez, le métier d'enseignant, c'est un métier de vocation. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Et vous voyez, la Grande Chine ne s'est pas développée parce que les gens n'ont pas excédé ce qu'ils devaient faire. Et les gens travaillent plus pour que la Chine soit là aujourd'hui. On va leur demander, à cause de la République, d'accepter aller un peu au-delà de ce qu'ils faisaient. Bien évidemment, il y a certains parmi eux qui faisaient plus que 30 heures avant. Et en ce moment, il n'y avait pas une stabilité. Vous pouvez avoir cours au CGB Gamin de 8h à 10h. Et de 10h à 12h, vous avez cours au CG à Promisérité, par exemple. Et les gens étaient tout le temps en déplacement, ils n'étaient pas stables, ils faisaient plus que 30 heures. Aujourd'hui, vous avez 30 heures et vous êtes stable. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais il y a une stabilité qui est là. Maintenant que le chef de l'État dit qui va revoir la situation avec les ministres et autres, avec les confédérations syndicales, je pense qu'il n'y a plus sujet à polémique. Au sujet. Antoine Adoukonou, sur la question. Oui, je crois que d'abord, il faut faire remarquer que c'est sur demande des centrales syndicales que le chef de l'État a reçu les centrales. Donc ce n'est pas le chef de l'État qui a voulu se montrer encore une énième fois à la face du monde, comme M. Perso le dit. C'est les centrales syndicales qui ont écrit. M. Perso et non Perso. Perso. Donc c'est les centrales qui ont écrit et qui ont demandé à rencontrer le chef de l'État. Et le chef de l'État les a reçus parce que effectivement, c'est une situation qui avait besoin de l'intervention du chef de l'État en ce que la décision des 30 heures est une décision qui a été prise par le ministère au regard des difficultés du terrain. C'est-à-dire que les aspirants, le nombre d'aspirants qu'il y a sur le terrain, et lorsqu'on va les donner 20h, 22h, ça ne permettra pas de couvrir certaines classes. Oui. D'accord? Et il va se poser encore le problème d'élèves sans professeur, etc. Et le ministère a, après réflexion, pensé que, bon, il faut augmenter la masse horaire pour pouvoir combler le vide. Mais il s'est fait que cette décision a eu l'opposition des syndicats et des aspirants et autres. Donc, face à cette situation, alors que c'est une décision pratiquement gouvernementale, les ministres seuls, à mon entendement, sont déjà limités pour rechanger la décision. Donc, l'intervention du chef de l'État a permis que les centrales syndicales éclairent davantage le chef de l'État. Et certainement, le chef de l'État a pris bonne note et a déjà donné certaines directives, comme quoi les aspirants qui étaient dans la base de données l'année dernière, qui ont travaillé, aucun ne sera laissé sur le tas, parce que avec les 30 heures là, ce qui allait se faire, c'est que on va distribuer les emplois du temps, des nouveaux peuvent rentrer comme d'autres peuvent perdre leur emploi du temps. Aujourd'hui, avec l'intervention du chef de l'État, la situation est stable pour ces aspirants qui ont travaillé l'année dernière, qui étaient dans la base. Aucun ne sera laissé en rade. La question des 30 heures sera revue dans sa forme pour voir qu'est-ce qu'il faut faire en évitant puisque le vrai problème, c'est d'arriver à couvrir les salles. Si, à défaut de donner les 30 heures, est-ce qu'il faut revoir dans la base existante
pour augmenter le nombre d'aspirants. Cette question, elle est lancée et avec les syndicats, les ministres, ils vont trouver une formule. Donc, je ne vois rien d'extraordinaire là pour qu'on dise que le président Patrice Talon, s'il doit rester dans une comparaison dans le passé, je peux dire que c'est le président qui ne s'affiche pas du tout, hein, puisque l'évergétisme, nous savons qui en est l'auteur. Dans ce pays, on a vu tout. Hein. Et donc, on ne peut pas me dire que les ministres peuvent régler. Non, mais aujourd'hui, par le passé, cette solution miraculeuse, par le passé, vous savez qu'il n'avait même pas de ministre. Parce que c'est le président qui faisait tout. Même pour inaugurer une clôture, c'est le président qui se présente. Lorsque vous prenez cet contre-exemple. Non, je dis que je ne saurais faire cette comparaison, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a une amélioration dans ce sens. Merci à vous, Antoine Adoukonou. Je rappelle que vous êtes acteur politique, analyste politique. Vous étiez face à Ghislain Assogba, jeune leader politique, activiste politique, qui était à côté de Joseph Perzonago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Vous avez vu, ils sont très fraternels. Ah, oui. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Merci pour la fidélité à ce programme télé. On se retrouve samedi prochain pour un autre rendez-vous. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie du programme télé sur EZAE TV. À demain pour l'invité.